7h, le journal nous est présenté par Lénaïque Monnier. Bonjour Lénaïque. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le réveillon, c'est dans 3 jours et c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment s'organiser. L'année dernière, on nous demandait de laisser papy et mamie prendre la bûche seule dans la cuisine. On échappe à ce type de recommandations cette année, mais comment limiter le risque de contamination? Aérer, inviter moins de monde, rester masqué. Frédéric Michel est allé vous poser la question. Son reportage à Cannes. Dans les allées du marché Fortville, ce couple d'octogénaires cannois l'avoue, pas question de se restreindre pour Noël. Mais on est prudent. Hein. On rejoint nos enfants et petits-enfants. Et arrière-petits-enfants. Parce que c'est gentil de dire l'année prochaine, mais quand on a 80 ans passés, on ne sait pas où elle est l'année prochaine. Pour Frédéric, pas question d'une grande tablée, mais ils seront quand même 8 à table. Ses parents, sœurs et mari et épouse en petit comité réduit. On s'est fait vacciner, on a envie de faire attention, mais de quand même pouvoir profiter de sa famille. Cabas à la main, Françoise prépare son Noël en famille. On va être 11, on est un petit peu au-dessus du quota. Tout le monde est vacciné par contre, et on fait attention aux gestes barrières. Mais il y a des limites, à table et autour de l'apéro, les masques devraient tomber chez beaucoup de Français. Non, à la maison, je ne le mettrai pas. On veut bien faire des règles. Aérer la pièce toutes les heures pendant 10 minutes. Je pense que les gens respectent ça. Après manger à table, ça devient un peu ridicule de baisser le masque à chaque fois qu'on met une bouchée dans la bouche. Donc on est tous vaccinés. Pendant un jour comme ça, mettre le masque, ça serait un petit peu embêtant quand même. Les Français veulent profiter des fêtes et dans cette pâtisserie cannoise, il n'y a pas que les petites bûches qui se vendent. Il y a des belles commandes. J'ai l'impression que les gens ont envie d'oublier, ils ont envie de vivre normalement. Cannes, Frédéric Michel, Europe 1. Alors on a entendu ces Cannois qui, comme tout à chacun, promettent de faire attention pour le réveillon, mais c'est vrai que pour passer des fêtes sereines, en fait il a des solutions concrètes. Oui, se faire tester en pharmacie par exemple, ou à la maison avec un autotest. Autre option, celle voulue par le gouvernement, se faire vacciner. D'ailleurs, le futur pass vaccinal booste les prises de rendez-vous pour une première dose. Plus de 42 000 rendez-vous enregistrés depuis vendredi. Et pour les plus petits, donc, la campagne débute demain. Oui, ça y est, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Alors attention, c'est uniquement une recommandation, en particulier pour les 10-11 ans, ceux qui sont au collège. Mais chez de nombreux parents, ça coince. C'est le cas de Mathias, infirmier et papa d'un petit Léon. Je suis carrément pour le vaccin, mais c'est vrai que je verrai peut-être à tâtons avec mon enfant, surtout par rapport à Omicron qui arrive. Je me dis de faire vacciner mon enfant la semaine prochaine. Léon a 7 ans, il n'aime pas du tout les piqûres. Si je lui dis que dans 3 semaines, il faut se refaire vacciner parce que celui qu'il a eu, au final, on se rend compte que le Omicron, ça marche pas. Là, par contre, ça va être compliqué de le persuader, quoi. Moi, si la vaccination pour mon enfant avait été proposée, genre par exemple il y a 2 mois, il serait peut-être déjà vacciné. Là, c'est vraiment le Omicron qui m'interroge. Le oui, mais de Mathias au micro européen de Maximilien Carlier. Il n'est d'ailleurs pas le seul papa à s'interroger. 7 parents sur 10 se posent la question de l'intérêt de cette vaccination des 5-11 ans. Bientôt 7h04 sur Europe 1. La suite de votre journal, Lénaïque Monnier, avec cette prise d'otage toujours en cours dans une boutique du 12e arrondissement. De Paris. Une femme a été libérée, une autre est toujours séquestrée. La brigade de recherche et d'intervention négocie toujours à cette heure avec le forcené. On passe à la politique. Valérie Pécresse est à son tour en Arménie à partir d'aujourd'hui. Oui, elle arrive ce matin pour son premier déplacement de campagne à l'étranger. C'est une manière d'occuper le terrain et de créer une dynamique aux dépens de son principal rival, Emmanuel Macron. D'ailleurs, Louis Dragnel, le chef de l'État, en est bien conscient et on a l'impression qu'il peine à trouver une stratégie stable. Oui, d'autant qu'à chaque présidentielle, la période qui précède Noël, c'est-à-dire maintenant, jusqu'à la fin janvier, est déterminante pour décoller dans les sondages. Alors, pour l'entourage d'Emmanuel Macron, maintenant la stratégie est arrêtée. Il faut faire une campagne de mobilisation, autrement dit, convaincre à nouveau les 24% de Français qui lui avaient fait confiance en 2017. Avec pratiquement un quart des voix, le chef de l'État est presque certain de se qualifier au 2e tour. La campagne d'Emmanuel Macron ne sera donc pas une campagne pour aller chercher de nouveaux électeurs, comme le fait en ce moment même sa rivale Valérie Pécresse, qui cherche à séduire les déçus du macronisme, comme ceux d'Éric Zemmour et même de Marine Le Pen. Le chef de l'État va donc revenir aux fondamentaux, au-delà de la droite et de la gauche, proposer de nouvelles réformes de société, de nouveaux marqueurs aussi qui parlent à la gauche, et il a prévu de beaucoup moins parler d'insécurité, d'immigration ou encore de l'islam, car Emmanuel Macron en est convaincu, il ne pourra jamais aller aussi loin que ses rivaux à droite. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Il donne des cheveux blancs aux parents et
donner des crises d'angoisse aux adolescents. Revoilà Parcoursup. Oui, ouverture de la plateforme aujourd'hui, c'est l'occasion de se familiariser avec elle. Mais attention, pas de pression, du moins tout de suite, puisque les premiers vœux, ce sera pour plus tard. Une nouveauté cette année, les élèves vont enfin être jugés sur des notes. Une grosse faille informatique sème actuellement la panique chez les entreprises du CAC 40. Oui, Log4Shell, c'est son nom, a été découverte il y a une dizaine de jours. Depuis, on assiste à une course contre la montre entre hackers et entrepreneurs. Les services de l'État travaillent aussi sur le sujet pour éviter les fuites et leurs conséquences. Explication, William Molinier. C'est une faille qualifiée de décennale. Elle a été notée 10 sur 10 en matière de dangerosité par un organisme de référence qui liste les vulnérabilités informatiques. Le gendarme français de la sécurité numérique, l'ANSSI, recommande à toutes les entreprises de faire rapidement l'inventaire de leur système. C'est comme si, dans un immeuble d'habitation, une seule ampoule faisait disjoncter tout le circuit électrique et qu'il fallait donc la chercher partout et la remplacer. Or, depuis quelques jours maintenant, des groupes d'attaquants chinois ou iraniens tentent eux aussi de mettre la main sur cette faille, comme l'explique le spécialiste en cybersécurité David Groux à la tête de la société Mendiant. Les opérateurs dits chinois ont la plupart du temps des velléités de vol d'informations, de cyberespionnage, permettant d'avoir un avantage économique ou tactique ou géopolitique. Là où les Iraniens ont plutôt un pédigré, une ADN, d'opérations beaucoup plus destructives. Le risque est surtout pour les PME ou les petites administrations telles que les hôpitaux ou les mairies qui n'ont pas forcément les capacités de réparer cette faille. Elle pourrait rester vulnérable pendant des années et constituer une surface d'impact colossale pour les cybercriminels. Justement, on sait qu'il existe des hackers éthiques, comme on les appelle, qui offrent leurs services aux petites entreprises et bien sûr moyennant une récompense. Est-ce que vous croyez aux ovnis, Lionel ? Franchement, pas vraiment, non. Alors vous, pas vraiment, mais Joe Biden, peut-être que oui. Son ministère de la Défense va recevoir des informations régulièrement de la part d'une agence chargée d'enquêter par le Sénat américain lui-même. Alexis Guillot, on en sourit, mais aux États-Unis, ces objets non identifiés repérés récemment dans le ciel américain, c'est un vrai sujet d'inquiétude. Oui, c'est ce que montre cette nouvelle agence. Le Congrès américain prend au sérieux les ovnis. Fonctionnaires et experts de ce bureau devront se pencher sur ces objets aériens inexpliqués et rendre compte de leurs avancées au Congrès 1 à 2 fois par an. Une mission avec plusieurs objectifs: détecter, identifier et attribuer ces phénomènes, puis évaluer leur degré de dangerosité et de menace pour la sécurité du pays. Cette agence sera sous la responsabilité du ministère de la Défense et du renseignement américain, signe que les États-Unis ne recherchent pas vraiment de manifestations de vie extraterrestre, mais s'inquiètent plutôt de potentielles avancées technologiques de leurs adversaires, chinois ou russes, et de leur capacité d'espionnage. Depuis plusieurs années, l'armée américaine collecte des données sur les rencontres improbables faites par ses pilotes, des objets se déplaçant à des vitesses et à des manières ne correspondant pas aux capacités actuelles de l'aviation. En juin dernier, le Pentagone a même publié un rapport sur le sujet. 143 des 144 cas étudiés restent non élucidés. Les auteurs de ce texte avaient demandé des moyens supplémentaires pour étudier ces phénomènes. C'est désormais chose faite. La correspondance d'Alexis Guilleux aux États-Unis pour Europe 1. Merci Lénaïque Monnier, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.